Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé complet donc du sujet du 21 mai 2025, c'est le jour 1, sujet Amérique du Nord, pratique très important pour s'entraîner pour les sessions d'après. Donc ici, toujours 4 heures bien sûr, calculatrice autorisée. Vous aviez un premier exercice sur 6 points, on est sur les probabilités. On a ici, vous voyez, un arbre, ça reste pour l'instant assez classique. Et après, il y a un petit peu de travail, vous voyez, là on est sur loi binomiale, variable aléatoire, et vous voyez un petit bien-aimé de Chebyshev, donc important et intéressant pour s'entraîner. Un exercice 2 qui sera sur les suites, pas facile, parce qu'on a des quotients, beaucoup de quotients ici, un petit algorithme avec du Python. Et ensuite, en exercice 3, on a de la géométrie dans l'espace avec des affirmations, vrai ou faux, et bien sûr il faut justifier sur 4 points, et un exercice sur 5 points sur les fonctions avec des équadifs, et un tout petit peu d'intégration vraiment très léger. Donc on est parti. Bonjour à tous, on corrige aujourd'hui le sujet du 21 mai 2025, c'est le sujet du jour 1, Amérique du Nord, avec ici un exercice sur les probabilités. On est sur finalement du classique, parce qu'une première partie là, sur, voyez, un arbre, des probabilités conditionnelles, c'est vraiment ça. C'est trop simple, je dirais, pour le bac, mais c'est comme ça lance dans le sujet. Et une partie B, qui maintenant a tendance à être souvent sur des bien-aimés Chebyshev, cette fameuse inégalité qu'on va travailler ici avec xn sur n, vous voyez, une moyenne. Donc ça reste aussi assez classique. Si vous vous êtes bien préparé, il y avait à peu près le même genre de partie B dans le sujet du jour 2. Donc voilà, ça fait quand même des exemples pour bien se préparer pour la suite. Donc on est parti, correction de cette partie A. La première question, c'est recopier et compléter un arbre pondéré, donc on va lire le texte. Le texte ici est vraiment très simple par rapport à ce qu'on peut trouver parfois. Donc ici, on a un réseau privé avec des connexions qui transitent par 3 serveurs, les nommés A, B et C. Vous voyez, donc dans notre arbre, on a A, B et C. Et on vous donne vraiment tout. 25% des connexions passent par A, 15% par B, et le reste par C. Donc déjà, sur notre arbre, on va pouvoir remplir ici. A, c'est donc 25%. On indique 0,25. Pour B, ça sera 0,15. Et pour C, donc on a pour l'instant 0,40. Il me reste 0,60, c'est-à-dire 0,6. Donc ça commence assez bien. Les connexions sont parfois instables. Donc ici, on nous dit S, c'est donc l'événement contraire de... Enfin, S bar, c'est l'événement contraire. Et S, c'est la connexion est stable. Donc oui, c'est assez clair comme notation. Ici, on nous dit que 90% des connexions via le serveur A sont stables. Donc ici, quand on est en A, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité des stables, sachant qu'on vient de A, donc c'est 90%. Donc je mets ici 0,9. Ici, on complète, ça fera 0,1 pour S bar. Une autre probabilité conditionnelle par B. Donc par B, 80% seront stables. Donc ici, je mets 0,8. Donc 0,2. Et ensuite, 85% par C sont stables. Donc on a vraiment tout directement. C'est un arbre qui est très simple à remplir. On fait quand même attention jusqu'au bout. Voilà, on a déjà l'arbre. Question de démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc qu'est-ce qu'on cherche comme probabilité? Donc stable et passe. Donc ça, très important. Donc attention, ça n'est pas une probabilité conditionnelle parce qu'on peut changer l'ordre. On pourrait vous dire quelle est la probabilité que ça passe par le serveur B et que la connexion soit stable. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être une condition, vous voyez. C'est une intersection ici. C'est donc, si on lit directement, c'est P de S inter B, qui est aussi égal à P de B inter S, vous voulez dire, on peut changer l'ordre. Et donc, dans notre arbre, ça va être ici un chemin, on va parcourir le chemin B puis S, alors je vais vous l'indiquer, ce chemin, il est ici, on passe par B, puis par S, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a, je vais écrire toutes les notations, c'est donc la probabilité de B multipliée par, ici, ce petit chemin, qui est P de S, sachant B. Attention, donc P de B, c'est 0,15, fois P de S sachant B, 0,8. Donc 8 fois 15, ça fait 120, donc ça fait 0,12. Donc c'est ce qu'on voulait. On est bon, on continue. Troisième question. Calcul la probabilité P de C inter S bar. Donc ici, on va faire exactement la même chose. P de C inter S bar, c'est donc P de C dans l'arbre, on passe par le chemin d'en bas. Donc P de C fois P de S bar sachant C. C'est donc 0,6 fois
0,15 est égal à ici, donc 6 fois 15 ça fait 90, ça fait 0, attention, 0,9. Maintenant, interpréter le résultat. Il faut toujours relire les questions pour ne pas oublier les petits morceaux. Donc, interpréter, eh bien, on va recopier exactement ce qu'on a avant en changeant les événements. Donc, la probabilité que la connexion, donc ici on commence par C, donc la probabilité que la connexion passe par C et S bar, donc et qu'elle ne soit pas stable, donc, et qu'elle ne soit pas stable, et bien cette probabilité, on vient de calculer, elle est égale à 0,09. Voilà, j'ai repris le style de la question 2. Connexion passe par C, et, le plus important c'est le et qu'elle ne soit pas stable, est égale à 0,09. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale 0,855. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. L'événement S, il est découpé en 3, si on doit vraiment expliquer. En fait, A, B et C forment une partition. Une partition de l'univers. Une partition, ça veut dire qu'ils sont disjoints et que leur union, en fait, eh bien, fait l'univers. Et ça veut dire que donc, on doit calculer la probabilité de S, on va la découper en 3. Alors dans l'arbre, c'est tous les chemins qui mènent à S. Il y en a 3. Vous avez le premier, donc A intéresse. Et on va faire la somme des 3 probabilités, plus probabilité de B intéresse, plus probabilité de C intéresse. Et ici, vous indiquez juste formule des probabilités totales. Alors, si vous ne le mettez pas, je pense que vous aurez largement les points. C'est important, c'est bien comprendre qu'ici, que quand on a donc ici un arbre, et pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien, il faut ajouter probabilité des chemins qui mènent à cet événement. Vous avez donc ici 3 issues qui terminent par S. Il faudra donc faire la somme de tous ces chemins de probabilité. Donc ici, c'est plein de multiplications. P de A intéresse, alors on l'avait déjà, on ne l'a pas calculé encore. Mais ici, c'est le chemin du haut, alors on ne va pas tout refaire. C'est P de A fois P de S sachant A. Donc 0,25 fois 0,9. Plus P de B intéresse qu'on a déjà calculé. C'était 0,12. Ensuite, P de C intéresse. C'est un chemin, on ne l'a pas calculé encore, mais c'est 0,6 fois P de S sachant C, donc 0,85. Là, on prend une calculatrice et ça va donner 0,855. Donc 0,25 fois 0,9, ça fait 0,225. Donc plus 0,12. Plus 0,6 fois 0,85 qui fait 0,51. La somme des 3 fait 0,855. On peut continuer sereinement. Question 5 est vraiment tout le temps la même question. Il serait peut-être temps qu'il change un petit peu ses formats. On va faire une inversion de conditionnel. Donc on suppose que la connexion est stable. Donc c'est une condition. Calcule la probabilité que la connexion ait lieu depuis le serveur B. Donc ça c'est... Ici c'est la probabilité que on ait B sachant S. Et vous voyez que dans l'arbre ça n'y est pas. Donc il faut utiliser la formule. Donc, probabilité conditionnelle, c'est P de B, la probabilité de l'intersection. Dans l'ordre que vous voulez, P de B intéresse ou S inter B, c'est la probabilité de la condition. On a déjà tout calculé. En bas, c'est 0,855. En haut, je remets l'opération. C'était 0,15 fois 0,8. Et d'ailleurs, c'était, pardon, la question 2. C'est encore plus simple. Ici, c'est 0,12. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien fait, vous pouvez faire cette question, parce que vous avez les deux résultats qui ont été calculés. D'accord ? Donc on prend la calculatrice. Donc on a ici, alors si on veut éviter les non-virgules, ça fait 120 sur 855. On peut, si on veut simplifier, c'est pas utile, mais on peut diviser par 15, qui fait 8. Et là, donc 855 par 15, alors j'ai calculé, ça fait 8 sur 57. Et là, vous prenez la calculatrice et vous arrondissez au millième. Ça fait 0,140, etc. Donc au millième, c'est le troisième. Comme c'est un 35 après, on arrondit à 0,140. Et cette partie est terminée. Donc, dans la partie A, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à 0,145. Alors, on avait trouvé que ça soit stable, c'était 0,855, ça c'est le complément, d'accord? Dans le but de détecter les dysfonctionnements des serveurs, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau. Et ces connexions étant choisies au hasard. On suppose donc que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. On a des conditions ici pour une loi binomiale. On désigne par x la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables dans cet échantillon de 50 connexions. Voilà. Alors, on admet que la variable aléatoire suit une loi binomiale, comme ça évite les longues phrases de rédaction. Préciser ces paramètres.
Donc évidemment, vous avez ici une répétition des preuves de Bernoulli, c'est à chaque fois stable ou pas stable. On fait ça 50 fois de façon indépendante et identique parce que c'est un tirage avec remise. Et vous avez donc ici la variable qui compte les succès, avec une probabilité de 0,145. Eh bien, ça veut dire que grand X suit la loi binomiale donc de paramètres. Il y a N et P. Donc ici, on répète 50 fois. Et P, c'est le succès. Comme X compte le nombre d'instables, c'est P2 égale 0,145. Ensuite, on vous demande la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. Donc, on va calculer P de X, donc inférieur ou égal à 8. Donc là, si on devait faire les calculs avec les formules, il faudrait faire P de X égale 0 plus P de X égale 1, etc. Donc là, on va prendre la calculatrice directement. Donc c'est en fonction de la machine. Là, je vais prendre une Casio. Donc menu ici, pour les Casio C, ça se passe ici. Probabilité binomiale, ici, donc fréquence, fonction de répartition plutôt. Et donc variable. Ici, on va de 0 à 8. Donc 0, 8. Nombre d'essais, c'est 50. Le succès, 0,145. Ça donne ceci. On doit arrondir au millième. Donc, on est à 704. Comme après, c'est 46. On sera donc à peu près. Alors, je vais mettre le symbole puisqu'on a arrondi. Donc, on est sur du millième. Donc, à peu près 0,704. Deuxième question. Dans cette question, on constitue maintenant un échantillon de n connexions. Et puis à 50, on est à n. On est toujours dans la même condition. Xn donc suit donc une loi binomiale de paramètres. Donc n est 0,145. On avait bien compris. Maintenant, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Alors, ça veut dire qu'ici, on cherche la probabilité au moins une connexion. Probabilité que x soit... Donc c'est xn maintenant. Hein, donc c'est xn doit être supérieur ou égal à 1. Donc le mieux, c'est de passer par le contraire. Quand on a au moins 1, le contraire, c'est aucun. Donc ça, c'est 1 moins p de xn égale 0. Et ça, on a une fonction, enfin une variable qui suit une loi binomiale. Et ça, xn égale 0, on sait. Je vais mettre la formule. Je rappelle que pour une loi binomiale, la probabilité que, donc ici, xn soit égal à k. Alors k, c'est un entier entre 0 et n. Hein. K entre 0 et n. Et bien cette probabilité, c'est k parmi n. Le succès puissance k, l'échec 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, c'est le cas le plus simple, c'est quand k donc, est égal à 0. Donc on a donc 0 parmi n fois donc 0,145 puissance 0 fois 0,855 puissance 50. 0 parmi n, ça fait toujours 1. Et donc, il me reste 1 moins 0,855. Alors, pardon, j'ai mis 50, mais c'est pas 50, hein, c'est n ici. Voilà, donc 0,855 puissance n. Maintenant, déterminant justifiant la plus petite valeur de n, telle que la probabilité soit supérieure à 0,89. Donc ici, on veut 1 moins 0,855 puissance n, supérieur ou égal à 0,99. Donc on va utiliser une résolution avec le logarithme. Donc on a ceci, on va doucement. Donc ça fera 0,89 moins 1, donc moins 0,01. On va donc multiplier par moins 1 des deux côtés, ça fait 0,855 puissance n plus petit que 0,01. Ici, on n'a que des nombres ici qui sont positifs, donc on utilise le logarithme qui est strictement croissant sur donc 0 plus l'infini. Donc ça, c'est équivalent à, donc vous voyez doucement, ln de 0,855 puissance n plus petit ou égal à ln de donc 0,01. Le n va sortir, donc ça me fait n ln de 0,855 plus petit ou égal à ln de 0,01. On précise que 0,855 c'est entre 0 et 1, strictement, donc son logarithme est négatif. Ça veut dire qu'ici, quand vous allez diviser par, donc ici vous aurez ln de 0,01 divisé par ln de 0,855. En divisant, l'ordre va changer puisque vous divisez par un négatif. Donc on obtient n supérieur ou égal à ceci. Je prends la calculatrice,
je vois, donc ici je vais mettre or ln de 0,01 sur ln de 0,855 est à peu près égal donc à 29,4. Donc ça, comme n est entier, hein, donc ça c'est important, n est entier naturel, et bien ça veut dire que ici, n doit être donc, comme c'est 29,4, n est supérieur ou égal à 30. Donc, on vous demande la plus petite, donc la plus petite valeur, c'est 30. Valeur, donc chercher, c'est donc n égale 30. Et on peut faire une fonction plus jolie en réutilisant les mots du texte. Donc le plus petit entier n tel que Pn est supérieur ou égal à 0,99 est 30. Question 3, on s'intéresse à la variatoire maintenant Fn, égale à la fréquence de connexion instable. Et la fréquence, c'est donc ici un xn sur n. Xn, c'est donc la variatoire qu'on vient d'étudier. Calculer l'espérance de Fn. C'est très simple. L'espérance de Fn, c'est donc l'espérance de xn sur n. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle la linéarité. Parce que l'espérance de xn sur n, c'est en fait 1 sur n multiplié par xn. Et on peut en fait sortir les coefficients. Et quand on le fait, on écrit linéarité. Et donc ça fera 1 sur n espérance de xn. Alors, est-ce qu'on connaît l'espérance de xn? Eh bien oui, parce que xn, c'est une loi, elle suit une loi binomiale. Et cette loi binomiale, c'est n 0,145. La formule, c'est n fois p. Donc, ça veut dire que l'espérance de xn, c'est n fois 0,145. Donc, l'espérance de Fn, c'est donc 1 sur n fois, donc n fois 0,145. Et donc, ça fait 0,145. Alors, on admet que la variance de Fn, c'est 0,123 975 sur n. Alors, je vais vous montrer comment on le trouve. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez à la question suivante. Donc, voilà, preuve de cette chose-là. Alors, il faut savoir que xn, donc je répète, ça suit la loi binomiale, donc n 0,145. Donc, on a dit son espérance, on l'a calculé. Et la variance, il y a une formule. La variance d'une loi binomiale, c'est n fois la probabilité de succès fois la probabilité de l'échec. Donc 0,855. C'est np fois 1 moins p. D'accord? Donc ici, quand on a la variance de Fn, donc la variance de Fn, c'est la variance de xn sur n. Donc on peut, pour les variances, sortir les coefficients, mais par contre, ils sortent au carré. Donc ça me fera du 1 sur n carré, v de xn. Donc la variance de Fn, c'est la variance de xn sur n carré. Donc ça me fait du n fois 0,145 fois 0,855 sur n carré. On trouve donc 0,145 fois 0,855 et on simplifie sur n. Et je prends la calculatrice. Et vous voyez que le produit ici en haut fait bien 0,123 975 sur n. Voilà, donc on peut continuer, mais je voulais vous le montrer. Ça fait des révisions, je rappelle, donc pour une loi binomiale, donc BNP, l'espérance, donc si x suit une BNP, c'est NP, et la variance, c'est n fois P fois 1 moins P. Voilà. Pour la question B, regardez la forme de ce qu'on nous demande. On a du supérieur égal, ici du inférieur égal. On a une valeur absolue avec une soustraction. Donc là, c'est directement l'égalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Donc on va appliquer à la variable aléatoire. Donc Fn. Ici, on va dire donc Fn donc, est une variable. On va vraiment toujours la même chose, c'est une variable aléatoire. Donc, alors d'espérance, on l'a calculé. Donc 0,145. Et de variance qu'on nous a donné, qu'on aurait pu calculer. On vous la donne, donc 0,123 975 sur n. Donc, en appliquant, on applique l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. On va essayer de ne pas faire de faute. Donc ça s'écrit comme ceci. Ici, donc Chebyshev.
avec, et c'est là qu'il faut choisir le bon delta, et le delta, il est facile et écrit ici. Vous voyez, à cet endroit, je vais l'encadrer plutôt, il est ici, d'accord? Donc avec delta est égal à 0,1. Donc, ça veut dire que si on applique la probabilité que la valeur absolue de Fn moins l'espérance, donc moins 0,145, soit supérieur ou égal à 0,1, cette probabilité-là, elle est inférieure ou égale à la variance, donc 0,123 975 sur n, divisé par delta carré, par 0,1 au carré. Et après, on travaille. Donc, le membre de droite, qu'on va écrire autrement, le n, on peut le mettre dessous. Donc, vous pouvez, si vous voulez, même l'écrire directement avec ici, le n qui est ici. Voilà. Et on va calculer. Donc, ceci. Donc, vous dites ici, donc, cette probabilité, eh bien, elle est inférieure ou égale, donc, pour l'instant, exactement à, donc, 12,3975. Quand on a 0 carré, ça fait 0,01. C'est pour ça qu'on a juste décalé sa virgule de 2. Je n'avais pas forcément besoin de la machine. On a ceci. Et donc ça, eh bien effectivement, c'est inférieur ou égal à 12,5 sur n. Voilà, parce que 12,3975, c'est plus petit ou égal à 12,5. Et donc on a trouvé ce qu'on voulait. Dernière question. Maintenant, dernière question. Un responsable de l'équipe étudie un échantillon de 1000 connexions. Donc ça veut dire que n sera égal à 1000. Et pour cet échantillon, F1000 égale 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement. A-t-il raison? Alors on va réécrire notre encadrement pour n égale 1000. Donc ici, c'est la question C. Donc pour n égale 1000, on a la probabilité donc que cette valeur absolue, donc F1000 moins 0,145, probabilité que la valeur absolue soit ici supérieure ou égale à 0,1, elle est plus petite que 12,5 sur 1000. Et 12,5 sur 1000, donc je vais l'écrire, ça veut décaler la virgule de 3. Donc ça veut dire qu'ici, ça fait 0, donc 1, 2, 3, 0,0125. Il faut bien comprendre ici que ça, si on écrit ça en pourcentage, ça c'est donc 1,25%. Ça veut dire que cette chose-là ici, elle se réalise moins d'1,5 fois 25% du temps. C'est-à-dire qu'à peu près une fois sur 100, ça se réalise au maximum, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est assez improbable. Donc on va vérifier ici. Ici, on nous dit que F1000 vaut 0,3. Donc si on calcule 0,3 moins 0,145, en valeur absolue, ça fait quoi? Donc ça, vous voyez, ça fait 0,155. La valeur absolue, d'ailleurs, ne sert à rien. C'est supérieur ou égal à 0,1. Donc, ça veut dire que cet événement-là, il avait une probabilité d'arrivée qui était plus petite que 0,0125. Un événement qui a une probabilité inférieure ou égale à 0,0125, c'est improbable, d'accord? Donc ici, on est face à un événement assez improbable, puisqu'il a une très faible probabilité d'arriver. Donc, eh bien, notre responsable a raison de soupçonner un dysfonctionnement. C'est pas sûr, mais avec des probabilités si faibles, il a peut-être raison, en tout cas, de se poser la question et d'avoir des soupçons. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger l'exercice 2 donc du sujet d'Amérique du Nord 2025. C'est le premier sujet pour la session 2025. 21 mai 2025, donc l'exercice sur les suites, un exercice que je trouve très intéressant. Pour moi, c'est l'exercice le plus intéressant de ce sujet, avec une suite qu'on appelle homographique, le nom n'est pas à connaître, mais ici, un un plus 1 égale, ici, 2 un plus 1 sur un plus 2. Donc ça, c'est un peu plus compliqué que les simples suites donc arithmético-géométriques dont on a l'habitude. Voilà. Donc cette suite, elle est définie par son premier terme U0. Vous avez cette relation en récurrence. Voilà, donc une première question, vous allez voir qui est facile, donc on calcule un terme. Ensuite, on va introduire une suite donc auxiliaire qui va nous aider. Cette suite, on admet qu'elle est définie, on verra, et on va travailler dessus pour retrouver finalement à la fin, donc, eh bien, la limite de la suite UN. Et on fera un petit programme, vous voyez, en langage Python. Voilà. Donc on démarre tout de suite avec le calcul d'un terme. Je commencerai par une remarque. Il est écrit, on admet que la suite est bien définie. On peut se demander pourquoi on met ça. Eh bien, pourquoi mettons ça ici? Parce qu'on a ici une relation de récurrence avec 2 un plus 1 sur un
plus 2. Donc on a une division de un plus 2, ce qui signifie qu'on doit avoir obligatoirement un plus 2 non nul. Ça veut dire qu'ici, quel que soit n appartenant à grand n, on doit avoir un, donc plus 2 différents de 0. Eh bien, on n'a pas besoin de le démontrer. On va admettre que c'est vrai, en fait. Donc, on peut considérer que un est toujours différent de moins 2, c'est-à-dire que un plus 2 est toujours non nul, et donc on peut toujours calculer ce quotient. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tous les termes de la suite un, eh bien, ils vont exister. Donc, la suite, elle est définie pour tout n. Première question, donc, calculer le terme u1. Donc, on utilise la relation de récurrence pour n égale 0. On obtient donc u0 plus 1, donc u1, qui sera égal à 2u0 plus 1 sur u0 plus 2. Mettez le trait du quotient ici tout de suite, ça évitera d'avoir des lignes qui sont mal positionnées. Ensuite, on va remplacer u0 par sa valeur. On vous a dit que u0 est égal à 2. Donc, je fais le trait tout de suite. Donc, 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 2, ce qui me fait 4 plus 1, 5 sur 4. Donc, u1 est égal à 5 quarts. Deuxième question, on définit la suite AN pour tout entier n par cette relation. Et on admet que la suite est bien définie. Autrement dit, ici, deuxième chose, on va admettre que un-1 est toujours non nul. Calculer A0, calculer A1. Donc c'est la même chose, je vais utiliser la relation de récurrence. Enfin non, pardon, je vais utiliser cette relation ici pour n égale donc 0, et ensuite pour n égale 1. On obtient directement A0 égale à U0 divisé par U0 moins 1. On calcule, on a dit que U0 ça valait 2. Ça me fait 2 sur 2 moins 1. 2 sur 1, ça fait 2. Jusque-là, c'est tranquille. Maintenant, A1, ça me donnera donc U1 sur U1 moins 1. Je viens de calculer U1, c'était 5 quarts. Donc j'ai 5 quarts divisé par 5 quarts moins 1. Ce qui me fait 5 quarts divisé par, je me mets dénominateur, donc le 1 évidemment. Vous mettez donc à la place 4 sur 4. Ça me fera du 1 quart au dénominateur. On divise ici par une fraction, donc on va multiplier par son inverse, ce qui me fait 5 quarts fois 4 sur 1. On peut simplifier par 4, ce qui fera 5 sur 1, ce qui fera 5. Ou on peut tout simplement faire 20 sur 4, qui donne 5. Question B. Démontrer que pour tout entier naturel n, an plus 1 égale 3n moins 1. Ici, on va donc essayer de regarder 3n moins 1. Donc on va prendre, donc on prend soit n un entier naturel. Dans ce cas-là, on va calculer donc 3an moins 1 d'un côté. Donc 3an moins 1, ça vaut combien? On va regarder, ça fait donc 3 fois un sur un moins 1, moins 1. On va mettre au même dénominateur. Donc d'abord, ici 3, je multiplie un quotient par 3, il n'y a que le numérateur qui est multiplié par 3. Attention, 3 fois un sur un moins 1. Et je vais mettre au même dénominateur. Donc je vais multiplier le 1 en haut et en bas par un moins 1, qui est non nul, puisque on sait que n est défini. Voilà. Ce qui va me donner donc ici un dénominateur qui est un moins 1. Et en haut, j'aurai donc 3un moins un moins 1. On fait très attention aux parenthèses ici. Il y a un moins. Donc, ça signifie ici en haut, j'ai donc 3un moins un plus 1. Ce qui me donne 3un moins un, ça fait 3un moins 1un, donc 2un plus 1 sur un moins 1. Maintenant qu'on a 3n moins 1, on va essayer de regarder an plus 1. Donc ça, d'une part, on a donc ceci, d'autre part, an plus 1, d'après la définition de an, c'est un plus 1 sur un plus 1 moins 1. Maintenant ici, eh bien, je vais remplacer un plus 1 par son expression en fonction de un, ici. C'est donc la relation de récurrence qui définit un. J'obtiens, alors ici, il faut bien écrire, c'est un travail sur les quotients. 2un plus 1 sur un plus 2, sur 2un plus 1 sur un plus 2 moins 1. Donc en bas, on va mettre au même dénominateur. Pour l'instant, je vais tranquillement, je ne touche pas le numérateur. Donc je mets au même dénominateur, ça veut dire que le 1 ici, on va le remplacer par donc un plus 2 sur un plus 2. Ça veut dire qu'en bas, j'ai donc un plus 2, et en haut, j'aurai 2un plus 1, moins un moins 2. D'accord? 2un, j'écris ici, plus 1, moins, une parenthèse, un plus 2, donc ça fera 2un moins un, donc
j'aurai 1 UN, et ensuite plus 1, moins 2, 1 moins 2, ça fait moins 1. On a un quotient de quotient, donc on va multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. Ça me donne donc 2 UN plus 1. Faites vraiment des UN, des petits indices. Hein. Et UN plus 2 multiplié par UN moins 1 sur UN, sur UN en haut plus 2, c'est l'inverse, sur UN moins 1. Ici, mais regardez, ça va se simplifier. Il me reste donc AN plus 1, qui est donc 2UN plus 1 sur UN moins 1. Et regardez ce qu'on avait trouvé ici, c'est exactement ça. D'accord? Ça veut dire que donc, comme on avait pris un N quelconque, on vient de montrer que pour tout N appartenant à grand N, on a obtenu la même chose. Ça veut dire que 3AN moins 1 est bien égal à N plus 1. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors là, on utilise une propriété qui dit que quand A égale B et que A égale à C, eh bien, B est égal à C. Ça s'appelle la transitivité, mais on n'a pas besoin de le dire, hein, bien sûr. Mais vous voyez, c'est des choses assez évidentes, hein, mais c'est une propriété de l'égalité. Ensuite, certains seront tentés, et ont certainement été tentés de faire un raisonnement par récurrence. On va le faire, hein, c'est tout à fait faisable. Donc ici, démontrons ça par récurrence. Pour la propriété suivante, on nous dit démontrer par récurrence que donc ça peut nous aider pour la question d'avant. Vous voyez, j'ai pas fait une récurrence. Pourquoi? Parce que dans la question, il n'y avait pas marqué récurrence. Et on voit que la suite, c'est une récurrence. Donc il y a rarement au bac, hein, vraiment quasiment jamais, deux récurrences de suite. C'est pour ça que dans le raisonnement précédent, on n'a pas été tenté de faire une récurrence. Là, ici, on n'a pas le choix. Donc récurrence, on va faire l'initialisation, l'hérédité, on fera une conclusion. On initialise donc pour n ici égal à 1. Attention, ça c'est très important, parce que là, dans le texte, donc c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc ici, pour n égal à 1, on doit montrer donc que A1 est supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1. Donc je vais rappeler A1, A1 vaut 5. 3 fois 1 moins 1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc effectivement, A1, qui vaut 5, est bien supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale à 1. Maintenant, hérédité. Pour l'hérédité, on va donc prendre soit P un antinaturel supérieur ou égal à 1, puisque notre récurrence, il faut la faire pour n supérieur ou égal à 1, tel que AP est donc supérieur ou égal à 3P moins 1. Et le but, c'est de montrer qu'au rang suivant, donc AP plus 1, c'est supérieur ou égal à 3 fois P plus 1 moins 1. Donc regardez, si ça, je développe, ça veut dire que mon but, c'est AP plus 1 est supérieur ou égal à 3P plus 3 moins 1, ça fait 3P plus 2. Pour les récurrences, où on doit démontrer des inégalités, je vous conseille de partir par l'hypothèse de récurrence. On va partir de AP supérieur ou égal à 3P moins 1. Et ici, à gauche, par des manipulations sur les inégalités, je vais reconstruire AP plus 1. Donc pour reconstruire AP plus 1, on sait que, je rappelle, or AP plus 1, c'est 3AP moins 1. Donc là, il va falloir que je multiplie d'abord par 3. Donc on fait x3. Quand on multiplie par 3, qui est un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Donc 3AP est supérieur ou égal à 3 fois 3P moins 1. Et ensuite, je vais enlever 1. Donc ça veut dire que 3AP moins 1, ça ne change pas l'ordre non plus d'enlever 1. C'est donc supérieur ou égal à 3 fois 3P moins 1, moins 1. Je vais regarder ce que j'ai là. Ça veut dire que là, AP plus 1 est donc supérieur ou égal à, donc 3 fois 3, 9P moins 3. Donc 9P moins 3 moins 1, ça fait 9P moins 4. Et vous devez bien comprendre que là, ce qu'on veut montrer, c'est le but, c'est de montrer que ça, c'est supérieur ou égal, donc je mets un point d'interrogation, à 3P plus 2. Donc ici, ça veut dire que AP plus 1 est supérieur ou égal à quoi? Alors, 9P, hein, j'ai 3P dedans. 9P, c'est 3P plus 6 fois P. D'accord? Donc ici, moins 4. On sait que P est supérieur ou égal à 1. Donc, ce 6 fois P est supérieur ou égal à 6. Par conséquent, AP plus 1 est donc supérieur ou égal à 3P. Lui, je n'y touche pas. Si P, c'est supérieur ou égal à 6, donc je le majore ici par 6. Pardon, je le minore par 6. Donc je mets à la place de 6P, je mets un 6 et on fait moins 4. Donc ça veut dire que AP plus 1 est supérieur ou égal à 3P plus 2. C'est exactement, vous voyez, ce que je voulais. Donc l'idée, hein, c'était, alors c'est pas forcément évident, c'est ici de dire que si P est supérieur ou égal à 6, hein, le minore par 6, hein, si P est toujours plus grand que 6, et donc
Ça me permet d'avoir ici un plus 6 qui fait apparaître exactement 3p plus 2. Donc l'hérédité, elle est vérifiée. Et on fait une conclusion toujours propre et soignée. La conclusion, on va dire quoi? La propriété. Alors, je ne conseille pas forcément de dire initialisée. Ou alors, il faut préciser pour quelle. Il faut dire la propriété est vraie, donc pour n égale 1. Elle est héréditaire. Voilà. Donc, par le principe héréditaire sans S, évidemment, donc par le principe de récurrence, donc, eh bien, elle est vraie pour tout n, donc supérieur ou égal à 1, donc appartenant à n étoiles. Et on a terminé cette récurrence, pas si simple que ça. Question suivante, en déduire la limite de la suite n. Alors, en déduire, ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, on sait que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, à n est supérieur ou égal à 3n moins 1. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, c'est évidemment plus l'infini. Donc là, vous avez une inégalité avec à droite, ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est du super, donc là, c'est un théorème. C'est pas le théorème des gendarmes, parce qu'on n'a pas encadré. On utilise ce qu'on appelle le théorème de... On va procéder par comparaison. Donc là, on va écrire par comparaison. Eh bien, puisque n est plus grand que les termes de la suite n sont plus grands que les termes d'une suite qui tend vers plus l'infini, par comparaison, la limite de n est donc égale à plus l'infini. Et vous pouvez dire par le théorème de comparaison ou par comparaison. La limite est donc égale à plus l'infini. Maintenant, troisième question. Donc on souhaite étudier la limite de un. Donc on connaît la limite de n. Démontrer d'abord cette relation. Donc c'est un en fonction de n. Nous, qu'est-ce qu'on a? On savait que, donc pour tout n appartenant à un grand n, on a an qui est égal à un sur un moins 1. Ça, c'est ce qu'on appelle an en fonction de un. On veut donc inverser. Ici, c'est n en fonction de n. Nous, on veut un en fonction de n. Donc, il faut travailler cette égalité pour avoir à la fin un à gauche en fonction de an. Donc, pour ça, eh bien, comment procède-t-on? Eh bien, on va d'abord, ici, se débarrasser de ce dénominateur. On va multiplier des deux côtés par n moins 1. On sait que, on l'a dit, c'est écrit clairement, la suite à n, elle est définie, c'était dit. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand n, un-1 est différent de 0. Donc là, j'ai donc an fois un-1 qui est égal à un. Et donc, ça veut dire que an fois un moins an est égal à un. Rappelez-vous, je vais avoir un en fonction de n. Donc un tout seul à gauche. Donc là, je vais mettre ce un à gauche et ce n à droite, par des soustractions. Donc an moins un est égal à an. Je peux maintenant factoriser par un, ça fait un facteur de an moins 1 égale à n. Ici, il va falloir diviser par n moins 1. Alors, on va quand même montrer qu'an moins 1 est non nul. On sait que a0 est égal à 2, et pour tout n, donc supérieur ou égal à n est supérieur ou égal à 3n moins 1. Et 3n, eh bien, quand n est plus grand que 1, c'est plus grand que 3, donc ça, c'est plus grand que 2 moins 1. Donc, c'est plus grand que 1. D'accord? Et comme j'ai ici n3 moins 2, donc c'est plus grand. Vous voyez, 3, c'est plus grand que 3 moins 1. C'est plus grand égal à 2, c'est donc plus grand que 1. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que pour tout n, an est différent de 1. Bon, je pense que peu d'élèves vont dire ce genre de choses, mais ça légitime, en fait, la division par n moins 1. Donc, un est égal à an sur an moins 1. Voilà. Et on a le droit de diviser parce que j'ai bien montré que n était différent de 1. Donc, an moins 1 est non nul. Conclusion, pour tout n, donc appartenant à grand n, on a bien un qui est égal à n sur n moins 1. Pour la question suivante, on vous demande la limite de un. Alors un, vous voyez, c'est à n sur n moins 1. Si on regarde rapidement, en haut, ça tend vers plus l'infini. En bas, puisque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc ça veut dire qu'il faut se débrouiller. Comment procède-t-on? Eh bien là, regardez ce qu'on peut faire. Donc, en bas, on va factoriser par n. Alors, est-ce qu'on peut? Oui, parce que je vous l'ai dit, j'ai montré. On sait que pour tout n, donc appartenant à grand n, an est supérieur donc strictement à 1, donc à n
est différent de 0. Donc je peux factoriser par n. Ici, ça va faire apparaître donc 1 moins 1 sur an. Et on peut simplifier par n. Ça me fait 1 moins 1 sur 1 moins an. Maintenant, on peut passer simplement à la limite. Limite de n égale plus l'infini. Donc, en inversant 1 sur n, c'est 0, la limite. Donc, par somme et quotient, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 1 sur 1 moins 0, ce qui me fait 1. Pour cette quatrième question, on va admettre que la suite un est décroissante. Et on considère un programme donc écrit en Python avec 7 lignes. On doit interpréter donc dans ce programme les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo p dans le contexte de l'exercice. Donc déjà, analysons un petit peu ce programme. Première ligne, def, ça veut dire qu'ici on définit une fonction. Donc une fonction, c'est-à-dire que vous avez ici le nom de la fonction, d'accord, ça c'est le nom, et ici, ce qu'on appelle la variable. C'est-à-dire qu'ici, on va remplacer p par des nombres, et le programme va effectuer donc ce qu'il y a dessous en remplaçant p par la valeur que vous avez mis. Donc, dans la question, par exemple, B, on vous demande de donner, sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001, ça veut dire que dans B, il va falloir exécuter le programme algo 0,001. On va voir ce que nous renvoie cet algorithme, cette fonction algo. En ligne 2, dans variable u, on va stocker la valeur 2. Ensuite, on crée une variable n dans laquelle on stocke 0. On comprend bien que ici, on est en train de rentrer la valeur de donc U0. U0, vous voyez dans le texte encore écrit U0 est égal à 2. Donc ça, c'est stocké dans deux cellules. Le U pour la valeur du terme, le N pour l'indice. Et maintenant, on commence une boucle qu'on appelle ici conditionnelle. Une condition tant que. Donc ici, tant que U-1 est plus grand strictement que P, on va calculer donc ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voyez, on reconnaît quoi? Exactement 2un plus 1 sur n plus 2. 2 fois u plus 1 sur u plus 2. Il y a bien les parenthèses. Donc cette ligne, elle calcule en fait le terme suivant de ce qui est stocké dans la cellule u. Donc vous avez donc notre variable u qui est stockée. On calcule en fait le terme suivant de la suite. Voilà. Donc si au départ on met u0, dans la première boucle, on aura u1 et ensuite u2. Bien sûr, il faut, dans la cellule, dans la variable n, et stocker l'indice, il faut à chaque fois que vous calculez un terme, évidemment, augmenter de 1 l'indice. C'est pour ça qu'on a ici la ligne n plus 1. Ça permet d'avoir l'indice stocké dans n en phase avec le calcul du terme u. Donc u et n, ici on a en fait en deux variables le terme un. Voilà. Et on va continuer. Et on va continuer tant que u-1 est plus grand que p. Alors pourquoi on continue et qu'est-ce que c'est que ce u-1 ? Voilà. Et ensuite, on finira, on va renvoyer deux choses. On renverra la valeur de n et la valeur de u. Alors, donc en premier, il y aura un indice d'un terme et après la valeur du terme correspondant à cet indice. On sait que la suite un, elle décroît. Et sa limite, on a vu que c'était 1. D'accord ? Donc ça veut dire qu'au départ, u0 est donné égal à 2. Donc ça veut dire que les termes de la suite un vont être décroissants en partant de 2. Et la limite, c'est 1. Donc ça veut dire qu'on va se rapprocher quand n grandit de 1. Donc ici, eh bien, quand on fait u-1, on calcule en fait l'écart du terme avec 1. Et on sait que comme u se rapproche de 1, un-1, la limite en fait de un-1, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Donc ça va se rapprocher de 0 et en valeur positive. C'est du 0 plus, puisque un est toujours plus grand ici que 1, puisqu'on part de 2 et que ça décroît avec une limite égale à 1. Donc, maintenant, comment on peut dire ça sur une copie? On peut donc dire que cette fonction renvoie l'indice et la valeur du premier terme de la suite pour lequel un-1 est inférieur ou égal à p. Au début, si vous voulez, u0-1, ça va faire 1, et ça va se rapprocher de 0. Donc ici, dans la question B, par exemple, si on met 0,001, on trouvera la valeur de n pour lesquelles on a pour la première fois le terme moins 1 qui est plus petit que 10 moins 3. Et ça donne ceci. Donc si j'exécute ce programme, donc là je mets algo 0,001, et vous voyez qu'on trouve ici 6, donc ça c'est la valeur de l'indice, et le terme c'est 1,00091, etc. Donc
Ça veut dire que on vous demande n. Donc, ici, la réponse, donc c'est B sans justifier. Hein. C'est donc pour n égale 6. Hein. Ça veut dire que U6, c'est le premier terme qui est à moins de 10 moins 3 ou à 10 moins 3 de 1. Bien sûr, lors du bac, on peut utiliser la machine. Hein. On a tous la machine, donc vous allez dans un menu qui permet de calculer les termes d'une suite définie par récurrence. Donc je mets ici n plus 1 égale 2 à n plus 1 sur n plus 2. Évidemment, le n ici représente un pour notre texte. Je règle en mettant a0 égale 2. C'est u0 égale 2 que je suis en train d'entrer. Et je vais regarder quand est-ce que ce terme va se rapprocher de 1. Il faut que la différence avec 1 soit plus petite ou égale à 0,001. Regardez donc table. Donc ici, je descends tranquillement. On n'y est pas encore. Là, on est à 0,08. 5, on est à 0,027. Et voilà. 6, vous voyez, on est passé en dessous de 1,001. On a terminé et on va regarder rapidement nos qualités et difficultés de ce sujet. Alors, tout d'abord, donc on peut remarquer que la relation de récurrence n'est pas si simple que cela. Ensuite, bon, calculer les termes, ça c'était facile. Ça ici aussi. La récurrence qui est ici, elle est difficile. Voilà. Alors démontrer ça, il y a quand même, techniquement, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est pas évident. Et B et C, c'est loin d'être facile pour tout le monde. On les limite, ça, c'est pas difficile. C'est le théorème de comparaison. Ensuite, déterminer que n égale à n sur n-1, c'est pas si évident que ça non plus. Et pour la limite, il fallait penser à factoriser par n en haut et en bas. Voilà. Tout ça, ça fait quand même un exercice qui n'est pas si simple. Il y a pas mal de questions un petit peu moins habituelles. En tout cas, vous n'êtes pas forcément toujours préparé à ce genre de choses. Donc, il faut, vous voyez, s'entraîner. Voilà. Donc, exercice que je trouve sympa, on va dire, parce qu'il y a des choses à dire, évidemment. Et pour certains, ça sera quand même difficile. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de corriger l'exercice 3 du sujet du 21 mai 2025 sur la géométrie dans l'espace. C'est un vrai ou faux. C'est la mode en Amérique du Nord en 2025. Et donc c'est intéressant de s'y préparer pour les sujets qui vont arriver. Donc on a ici 4 affirmations, c'est vraiment du grand classique. On utilisera, je vous montrerai, des animations 3D avec GeoGebra, parce que ça permet comme ça de fixer, pour ceux qui sont un petit peu perdus, même si on peut évidemment faire ça sans aucune aide graphique. Donc on est parti, on a comme d'habitude un espace rapporté à un repère orthonormé. Ça va pouvoir nous aider ça à faire du produit scalaire, des longueurs, calculer ici donc des angles, c'est l'affirmation 3, une distance, c'est l'affirmation 4. Donc très important, un repère orthonormé. Ensuite, on considère une droite D, on vous donne une représentation paramétrique, le paramètre CT, vous avez comme d'habitude X, Y, Z. Petite particularité dont on parlera ici, Y est constant, Y égale à moins 1. Et ensuite, on vous donne donc 3 points, 2 dont on connaît les coordonnées, un qui est sur la droite D, l'abscisse 2, donc là, c'est pas très difficile, mais ça permet de tester si les candidats comprennent bien la gestion des paramètres. H est le projeté orthogonal de B sur le plan, dont on vous donne une équation cartésienne, ici le plan P. Première affirmation, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. La première affirmation, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Alors, la méthode, quand on a comme ça deux droites, c'est d'aller chercher deux représentations paramétriques et de chercher s'il y a une intersection. Mais d'abord, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas parallèles. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, D, on va donner un vecteur directeur. Pour D, vous le savez, on regarde les coefficients du paramètre. Alors, je l'ai dit, il n'y a pas de paramètre dans Y. Donc, ça veut dire que le coefficient de T, c'est 0. Donc, ici, on va appeler VD. Je donne ses coordonnées tout d'abord. Donc, moins 2, 0, moins 6. Et directeur 2D. Ça ne se justifie pas. D'accord. Alors, la question que ça peut se poser, comme on est en train de réviser, si on devait justifier ça, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on chercherait deux points. On regarderait par exemple pour t égale 0, j'aurai donc le point, alors ici je vais l'appeler M. Point M de coordonnées, donc 3 moins 1, 2. Alors, je vais l'écrire comme un point, c'est mieux. 3 moins 1, 2. Ensuite, on prend un autre point de la droite en remplaçant t par 1, ce qui me ferait 3 moins 2, 1, moins 1, 2 moins 6, moins 4. Et ici, eh bien, on ferait, alors je vais l'appeler M2, M1, M2. Et regardez, si je prends le vecteur M1, M2, eh bien, ça fait 1, moins 3, moins 2, moins 1, moins 1, 0, moins 4, moins 2, moins 6. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, en prenant le coefficient de t pour trouver un vecteur directeur, c'est comme si vous faisiez le vecteur M1. Alors, je vais plutôt l'appeler, ça aurait été plus subtil de l'appeler ça M1
M0, M1. On fait M0, M1, et vous avez en fait le vecteur directeur qui se forme. Vous voyez que c'est pour ça qu'on ne le démontre pas. Hein, ça utilise 2 points de la droite, une pour t égale 0, une pour t égale 1, et on forme comme ça un vecteur directeur. Maintenant, l'axe des ordonnées. Alors, si vous devez représenter, donc là on va prendre l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z. Alors, l'axe des ordonnées, bien sûr, bon, il passe par l'origine, je vais quand même, le point O est ici. Donc, votre axe des ordonnées, c'est lui. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un vecteur directeur, c'est tout simplement un vecteur qui n'a pas de composante en x et en z, enfin qui sont nuls, et vous avez une composante non nulle en y. Donc, on peut prendre, alors, on va l'appeler V, V0 par exemple, ou VY, ça sera plus clair. VY, c'est donc 0, 1, 0, et directeur de l'axe des ordonnées qu'on peut aussi noter OJ, ou OY si vous préférez. Voilà. Donc ici, hein, très simple, les coordonnées, si vous avez des vecteurs directeurs des axes, eh bien OX sera dirigé par un vecteur de coordonnées 1, 0, 1, 1, 0, 0, et Z sera dirigé alors, par un vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Vous pouvez multiplier par un nombre non nul sans aucun problème. Voilà. Donc vous voyez, 1, 0, 0, ici 0, 1, 0, et ici 0, 0, 1. Donc vous avez comme ça facilement des vecteurs directeurs des 3 axes. Tant qu'on est à réviser, si on vous avait demandé des équations, eh bien par exemple, si je prends le plan OXY, d'accord, c'est-à-dire le plan qui est au sol, son équation, vous voyez, c'est simple, c'est Z égale 0. Voilà. Et un vecteur normal de ce plan, vous voyez qu'ici, ça ferait 0, 0, 1. Donc c'est le vecteur, vous reconnaissez, c'est le vecteur K. Voilà. Ensuite, si vous voulez O, Y, Z, ici c'est au fond, là, vous voyez, ça veut dire qu'il y a le coordonnée X, c'est toujours 0. Donc ça veut dire qu'équation cartésienne, x égale 0, vecteur directeur, donc 1, 0, 1. Voilà. Et pareil pour le dernier, donc O, X, Z, eh bien ça veut dire que y est toujours nul. Vous voyez, tout ça, il faut le savoir par cœur. Si on compare les coordonnées de ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'abord, vous voyez qu'ils sont orthogonaux. Ça n'est pas du tout demandé, mais je vais quand même le dire en remarque. Remarque, VD et VY sont orthogonaux. Vous pouvez regarder le produit scalaire, il fait 0. Ils sont orthogonaux et tous les deux non nuls. Donc, d'une façon, par exemple, de dire qu'ils sont non collinaires. VD et VY sont non collinaires. Les vecteurs orthogonaux non nuls sont forcément non collinaires. Et donc, les deux droites D et donc l'axe des ordonnées, hein, donc OJ, on note ça comme ça, O.J, je le répète, sont non parallèles. C'est une première chose. Alors, je vais détailler vraiment, mais ça va très vite. Hein, sinon. Autre façon de montrer que ça n'est pas pareil, qui est plus simple, vous regardez les coordonnées et vous précisez qu'elles ne sont pas proportionnelles. Comment on fait? On peut faire un petit produit en croix. Vous pouvez dire moins 2 fois 1. Donc ça, c'est cette diagonale-là. Moins l'autre 0 fois 0. Ça n'est pas égal à 0. Et donc, on en déduit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et on arrive au fait que VD et VY sont deux vecteurs non collinaires, donc les droites sont non parallèles. Une chose qui peut être intéressante pour les bons élèves, c'est qu'ici, en fait, votre droite, voilà, ça c'est une représentation paramétrique, vous avez Y qui est toujours égal à moins 1. Ça veut dire que cette droite, elle est incluse dans le plan d'équation cartésienne Y égale moins 1. Regardons ce que ça donne. Ici, un repère donc, dans l'espace, vous voyez, quand on tourne, donc le plan, alors là, il y a en rouge, c'est l'axe ici, donc, vous voyez, l'axe des X envers l'axe des Y, donc il faudrait peut-être le regarder comme ceci, voilà, ici, regardez bien, l'axe des X, l'axe des Y, en bleu, l'axe vertical, et on a bien, donc ce plan d'équation Y égale moins 1, c'est un plan qui est vertical, voilà, et il est comme ceci, vous voyez, et ça c'est intéressant, parce que notre axe des abscisses, il est où? Il est ici, vous voyez, et donc vous avez un plan qui est comme ceci, qui est orthogonal en fait à l'axe des abscisses, parce que Y est constant. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que votre droite est inclue dans un plan qui est orthogonal à l'axe des ordonnées. Et donc, par définition, quand une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Et la droite, je vais vous la... Elle est ici, regardez. La voici. Elle est inclue dans le plan. Alors, on voit ici, je vois que les deux droites, eh bien, elles ne sont pas coplanaires parce qu'elles sont non parallèles et non séquentes. Mais ça, maintenant, il va falloir le montrer. Mais ce qu'on un très très bon élève aurait pu dire que D est incluse dans P', je vais appeler P' d'équation Y égale moins 1. Deux vecteurs normales
alors, le vecteur normal, donc je prends les coefficients de x, y, z dans cette équation. Il n'y a pas de x, donc de vecteur normal, je vais appeler n'. Donc 0, il y a y, c'est un coefficient 1. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est justement le vecteur, donc j. Ça veut dire que P' a pour vecteur normal j, donc on en déduit tout de suite que P' est orthogonal, ou plutôt on va prendre l'autre sens. La droite, donc OJ, est orthogonale à mon plan, donc ici P'. Donc orthogonale à toutes les droites incluses dans P'. Et il se trouve que D, hein, eh bien, elle est bien incluse dans P'. On voit une façon de montrer, sans utiliser de trop gros calculs, hein, fait que D est orthogonal donc à l'axe des abscisses, donc à l'axe des ordonnées, pardon, et donc elles ne peuvent pas être parallèles, ces deux droites. Voilà. Première chose. Maintenant, l'intersection. Donc là, ça revient à résoudre un système, ça tout le monde le sait, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut le faire directement, quasiment, une fois qu'on a montré que c'est parallèle. Donc le système, alors je vais vous écrire une représentation paramétrique de l'axe donc des ordonnées, donc OJ. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, x, y, z. Donc on sait que quand on est sur x vaut toujours 0, z vaut 0, et donc c'est t qui va varier. Donc on peut prendre comme paramètre y, mais en général on met un autre paramètre, je vais mettre r ici, voilà. On va faire comme dans le texte où r appartient à r. Voilà. C'est une façon, ce qu'on appelle une représentation cartésienne. Donc maintenant, eh bien on résout, et ça va aller très vite, donc un système avec 6 équations. Mais il y en a deux qui sont faciles, il y a x égale 0, y égale r, z égale 0. Et ensuite on met donc x égale, j'ai oublié de mettre x égale 3 moins 2t, y égale moins 1, z égale 2 moins 6t. Ça, c'est facile à résoudre. Donc, on a donc x égale à 0, y qui vaut r, z égale 0, et je remplace. Donc ici, ça me fait 0 égale 3 moins 2t. Bon, y est toujours égal à moins 1, donc r vaut moins 1. Et donc ici, z vaut 0, 0 égale 2 moins 6t. On résout, on a un problème. Ça veut dire que dans celle-ci, vous voyez, ici, ça fait donc 2t égale 3, t égale 3 demi, et en même temps ici, si t égale 2, t égale 1 tiers, 2 sixièmes. Donc c'est impossible. Conclusion. Eh bien, D et OJ sont non séquentes, ne se coupent pas. Hein, et sont non parallèles. Non parallèles, donc, elles ne sont pas coplanaires. Voilà comment on peut faire. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé le paramètre R. Donc il y a une autre façon de faire. On peut aussi définir donc OJ, l'axe des ordonnées, par deux équations cartésiennes, par un système de deux équations cartésiennes. Et OJ, ça sera tout simplement, donc ici, quand on est sur OJ, ça veut dire qu'on a x égale 0 et z égale 0. Il n'y a pas besoin du y. Voilà. Donc on résout un système qui est un petit peu plus facile. On résout donc un système où il n'y a pas l'équation. Donc on a ceci et les trois équations. Donc ça fera donc 3 moins 2t égale 0. Donc y égale moins 1 et z, donc ce qui vaut 0. 2 moins 6t égale 0. Vous voyez qu'il y a une ligne, y à l'air, qui ne sert à rien. Voilà. Alors après, chacun voit vraiment le problème comme il veut. Je crois que le plus classique, c'est quand même de faire par une représentation paramétrique. Je pense que tout le monde a dû faire ça. Mais vous voyez qu'on pourrait définir une droite par l'intersection de deux plans, et éviter comme ça de passer par une représentation paramétrique. Voilà. C'est des détails pour évidemment les élèves, mais voilà comment on peut voir le problème. Affirmation 2. Le plan passant par A est orthogonal à droite D pour équation cartésienne, donc x plus 3z plus 3 égale 0. Alors il y a deux façons de faire. On peut essayer de trouver l'équation de ce plan, ou alors utiliser celle qu'on vous donne et vérifier que c'est bien la bonne. Donc on va faire ça pour débuter. Quand on a les équations, c'est peut-être bien de s'en servir. Donc soit P, on va l'appeler P seconde d'équation x plus 3z plus 3. On fait attention, il n'y a pas de y. Donc d'abord, voyons si A appartient
AP secondes. Donc on fait XA plus 3ZA plus 3. Donc XA c'est 3. ZA c'est moins 2. On fait attention à ne pas mettre du Y, plus 3. Et on voit que ça fait 0. Donc A appartient à P secondes. Maintenant, voyons si P seconde est orthogonal à D. Donc il me faut un vecteur normal donc de P seconde, la pleine seconde. Coordonnées donc ici, oui, je prends X, le coefficient c'est 1, il n'y a pas de Y, et 3 pour Z. Donc ça, c'est un vecteur et normal de P seconde. Ensuite, on rappelle VD, le vecteur directeur de D qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était moins 2, 0, moins 6. On remarque quoi? On remarque eh bien que 2 fois n secondes, même moins 2 fois n secondes est égal à VD. Conclusion, donc, c'est-à-dire que D, eh bien, puisque D, le vecteur directeur de D est collinéaire au vecteur normal de P seconde, ça veut dire que D est orthogonal à P seconde, ou que P seconde est orthogonal à D. D'accord? Donc, forcément, vous avez un plan qui passe par là, qui est bien orthogonal, donc c'est bien le plan passant par là, orthogonal à droite D. Donc, ça veut dire que, effectivement, l'affirmation, elle est donc vraie. P seconde est bien le plan passant par A et orthogonal à droite D. Autre méthode, donc on va dire, soit P seconde, le plan passant par A et orthogonal à droite D. On va dire que comme VD dirige D, c'est un vecteur directeur de D, ça veut dire que le vecteur, on va l'appeler donc VP seconde, on va plutôt N seconde, on va prendre celui-ci, mon raccourci, on le divise par 3, 1, 0, 3, donc est normal de P seconde. D'accord? Et donc, d'après le cours, P seconde admet une équation cartésienne sous la forme X plus 0Y plus 3Z plus C égale 0, avec C appartenant à R. Et maintenant, on sait que A appartient à P seconde. Donc, quand on remplace par A, XA plus 3ZA plus C doit faire 0. Donc, C vaut moins XA, donc moins 3 fois ZA, qui vaut moins 2. Ce qui me fait moins 3 plus 6, ce qui fait 3. Donc, eh bien, notre plan P seconde a pour équation X plus 3Z plus 3 égale 0. Et donc, c'est exactement ce qu'on a là. L'affirmation, vous voyez, elle est vraie. Donc, deux méthodes. On retrouve l'équation, ou alors on vérifie qu'elle est bonne. Troisième affirmation. Une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Pour trouver des mesures d'angle géométrique, on utilise le produit scalaire. Donc, ici, BAC. Alors, je vais représenter juste donc, BAC, l'angle étant A. Ça veut dire qu'on calcule AB scalaire AC. De deux manières. D'abord, avec les coordonnées. Le vecteur AB, donc on a les coordonnées de A et B, 5, moins 3, 2, moins 4, moins 3, moins 4, plus 3, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Scalaire AC, alors on n'a pas encore les coordonnées de C, donc il me les faut. Donc, ça veut dire que C appartient à D, et son abscisse, c'est 2. XC est égal à 2. Ça veut dire que donc, quand je remplace, ça veut dire que XC est égal à 3 moins 2T. Ou alors je résous ceci, on ne va pas mettre de XC, on résout tout simplement X égale 3 moins 2T, Y égale moins 1, mais ici 3 moins 2T va faire 2, et Z aura 2 moins 6T. Donc la première ligne, comme X égale 2, ça me permet de trouver donc T, ça fait 1 égale 2T, donc T vaut 1 demi, donc je vais plus vite, voilà, T égale 1 demi, Y vaut moins 1, d'accord, Z vaut, donc ici, T vaut 1 demi, donc ça fait 2 moins 3, ça fait 2 moins 3, moins 1. Alors ici, j'ai plus X, puisqu'ici j'ai un petit peu... Et pardon, et on savait, je n'oublie pas ici que X est égal à 2. Voilà. Ça veut dire que le point C a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. Donc je peux calculer les coordonnées de AC, donc 2, moins 3, moins 1, moins 1, moins 3, moins 1, plus 3, ça fait 2, et ensuite moins 1, moins 2, moins 1, plus 2, ça fait 1. Ça veut dire que je calcule le produit scalaire, moins 2, plus 1 fois plus 1. On peut faire des produits scalaires, on l'a dit, on est dans un repère orthonormé, ce qui me fait moins 4 plus 1, moins 3.
Maintenant, ça c'est la première façon de calculer le produit scalaire. Or, AB scalaire AC est aussi égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle géométrique, justement, BAC. Donc il me faut AB et AC. Ça tombe bien, j'ai les coordonnées des deux vecteurs. On est dans un repère orthonormal, donc on peut utiliser les formules. Vous avez les coordonnées 2 au carré plus moins 1 au carré. Normalement, on n'est même pas obligé d'écrire les moins. Ce qui fait racine de 4 plus 1 plus 1, racine de 6. AC, racine de moins 1 au carré 1, plus 2 au carré 4, plus 1 au carré, égale aussi racine de 6. Donc, AB fois AC, racine de 6 fois racine de 6, fois le cosinus de BAC, vaut donc AB scalaire AC, c'est-à-dire moins 3. Et vous venez de trouver le cosinus de BAC, c'est du grand classique, ça à connaître par cœur. Racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Ce qui me fait moins 3 sur 6, donc moins 1 demi. Et moins 1 demi. Alors, ça veut dire qu'ici, hein, on est sur un angle donc géométrique, on n'a pas besoin du bas, on est comme ceci. Alors, entre donc 0 et pi, on a un angle cosinus négatif, donc on est ici à la moitié, donc on est dans la famille des pi sur 3, mais pi sur 3 est ici, donc là on a 2pi sur 3. Donc, ça veut dire que BAC n'est pas égal à pi sur 6, mais à 2pi sur 3. Donc l'affirmation, vous le voyez, elle est fausse. Affirmation 4. La distance BH est égale à racine de 10 sur 2. Donc je rappelle que H est le projeté de B sur le plan. Donc P, on va l'appeler combien celui-là? P3. L'équation x plus 3z moins 7 égale 0. Alors certains ont peut-être des formules qui permettent de trouver les distances. Tout de suite, hein, il faut savoir retrouver ça. Alors on fait un petit dessin, c'est tout. Un petit dessin, là j'ai mon plan que j'ai appelé P3. H va être donc projeté de B, donc B est quelque part. Et on projette, et ça donne H. On suppose que si on pose la question, H n'est pas égal à B, d'accord? De toute façon, on va le voir. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, il faut savoir que la droite, quand on projette B sur le plan, on projette orthogonalement. Donc, ça veut dire que la droite ici, BH, elle est orthogonale à P3. Donc, il nous faut un vecteur normal de P3, N3. Donc, comme d'habitude, vous voyez 1, 0, 3. Donc, ici, on avait déjà un plan tout à l'heure d'équation qui était x plus 3z moins 7. Rappelez-vous, c'était pour la question 2. Donc le plan ici, x plus 3z moins 7, il est parallèle au plan tout à l'heure qui était d'équation x plus 3z plus 3 égale 0. D'accord? Pas forcément important. Mais voilà, ça peut parfois porter à confusion. Donc ici, ils ont le même vecteur normal. Voilà. Donc ça, on a déjà vu ce vecteur, mais je l'appelle quand même N3 pour cette question. Ce vecteur est normal à P3. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une représentation paramétrique de BH. BH donc est dirigé par N3, puisque BH est orthogonal à P3 et que N3 est normal à P3. Et donc, ça veut dire que BH, vous avez une représentation paramétrique très simple. Il faut un point de BH, vous avez B. Donc B, c'est 5, moins 4, moins 1. Et vous avez ici donc plus. Alors, une fois le paramètre, donc quand on a plein de paramètres, on peut changer de lettre. Ici, on va dire que les questions sont un peu indépendantes. On peut reprendre T, plus 0T, plus 3T. Et on met où T appartient à R. Voilà. Et maintenant, on cherche donc BH inter P3 pour trouver les coordonnées du point H. Et vous pouvez mettre sur votre copie, je vous encourage à dire que H est l'intersection entre P3 et l'orthogonale, donc avec un ce sera à droite, à P3 passant par B. Donc c'est-à-dire la droite BH. Après, on a l'habitude, on résout un système qui parfois est long à rédiger. Donc vous avez une première équation qui sera x plus 3z moins 7, d'accord, parce qu'on cherche BH inter P3. On réécrit x égale 5 plus t, y égale moins 4, z égale moins 1 plus 3. Donc là, ça veut dire qu'ici, on va dire que c'est équivalent à quoi? Donc on remplace x par 5 plus t, y par moins 4, mais il n'y a pas de y, ça peut
peu surprendre certains. Plus 3 fois z, donc 3 fois moins 3, plus 3 fois 3 plus 9t, moins 7, j'ai oublié ici, égale 0. On recopie tranquillement les trois autres pour bien avoir l'équivalence. Et on a quasiment terminé, on va résoudre. Donc la première, ça fait 10. Ici, moins 7, moins 3, moins 10, plus 5, ça fait moins 5. De l'autre côté, ça me fera donc 10t égale 5. Donc t égale 5 sur 10, ça fait 1 demi. X vaut donc 5 plus 1 demi. 5 plus 1 demi, ça fait combien ça? Eh bien, ça va donner 11 demi. 10 demi plus 1 demi. Y, bah, c'est moins 4. Et Z, moins 1 plus 3 demi, ça fait 1 demi. Donc, effectivement, on a les coordonnées de H qui sont 11 demi, moins 4 et 1 demi. Et maintenant, on va calculer la distance BH. Distance donc entre B et H. Et pour ça, eh bien, on calcule donc BH, d'abord vectoriel, coordonnées du vecteur, donc 11 demi moins les coordonnées de B, donc 11 demi moins 5, ça fait 11 demi moins 10 demi, ce qui fait 1 demi. Ensuite, moins 4, moins 4, ça me fait 0. 1 demi moins 1, ça fait 3 demi. Et je n'ai plus qu'à calculer BH. Racine du carré de 1 demi, donc 1 quart, plus le carré de 0, 0, plus le carré de 3 demi, 9 quarts. Ça fait donc racine de 10 sur 4. Eh bien, ça tombe bien, parce que ça fait racine de 10 sur racine de 4, ça fait racine de 10 sur 2. Et donc, mon affirmation, elle est vraie. On a bien retrouvé la bonne distance. On finit par regarder un petit peu tout ça. Donc, pour notre angle A de B à C, j'ai représenté B, A et C. Donc après, je représente les vecteurs AB et AC. Pour bien voir l'angle, on représente le plan, vous voyez ici, le plan BAC, voilà. Et vous avez ici un angle géométrique. Alors évidemment, il n'y a pas d'angle orienté, parce que selon que vous regardez par le haut ou par en bas, ça inverse le sens. Donc il n'y a pas de sens, ça n'est que géométrique. Et là, vous voyez que GeoGebra me confirme bien que c'est 120. Évidemment, nous, on a fait les calculs, parce que tout ce qu'on voit là est loin d'être une preuve. Ensuite, la dernière question. Donc on a le projeté, rappelez-vous, le projeté. Donc de B sur, et c'était important, sur un plan, on nous donnait le plan d'équation x plus 3z égale 7, donc le voici. Voilà, alors le point ici, donc A et C ne servent plus à rien, donc je les enlève, voilà. Je dois donc projeter ce point sur ce plan. Comment je fais? Eh bien, je trace une orthogonale au plan passant par B, la voici. Je prends l'intersection ici de cette droite et du plan, c'est le point H qu'on a trouvé. Maintenant, je m'intéresse à la longueur H, c'est-à-dire à ceci. Et on trouve à peu près 1,58. Donc, si on calcule racine de 10 sur 2, je vais le faire ici, vous voyez. Donc, square root de 10 divisé par 2, on a effectivement à peu près 1,58. Tout ça, je répète, ce ne sont pas des preuves. Graphiquement, c'est juste des vérifications pour vous montrer un petit peu visuellement ce que vous venez de réaliser sur votre copie. Voilà. Donc, vous voyez, on a projeté le point B ici sur le plan. Quand on nous donnait ce plan-là, eh bien, il était... en fait, par rapport au départ, on avait déjà vu un autre plan qui était d'équation, donc x plus 3z plus 3 égale 0, qui était parallèle à ce plan-là. Et notre droite du départ, elle est ici. Ici on remarque qu'elle est, elle aussi, elle est voilà, orthogonale au plan qu'on est en train de travailler. On a terminé cet exercice, c'est toujours intéressant la géométrie dans l'espace. Alors les vrais ou faux, finalement, c'est pas si mal que ça, parce qu'on vérifie comme ça que vous avez l'initiative, c'est-à-dire que la question est large, vous devez vous-même prendre des initiatives, et donc on peut comme ça vérifier que vous savez faire. Alors ça reste par contre que des validations de choses que vous avez apprises à faire. C'est pas difficile, c'est juste vérification. Vous êtes capable tout seul de prendre des initiatives. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne donc pour le bac spécialité maths avec le sujet du 21 mai 2025, c'est Amérique du Nord. Et on est sur l'exercice 4, vous voyez, sur les fonctions. Donc il y a 3 parties, une première partie, vous voyez, avec ici une courbe. Une deuxième partie où on va parler d'équations différentielles, donc c'est une très bonne révision pour les équations différentielles. Et une partie C, classique avec une étude de fonctions, limite, étude de variation et un petit calcul donc d'intégrale. On est parti avec cette étude graphique. La première question. Alors ici, il s'agit d'associer des courbes, les courbes G et G' à leur représentation. Il y a 2 courbes qui sont tracées C1 et C2.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? Important, pour le bac, il va falloir que vous appreniez à bien lire les textes. Il ne faut pas sauter comme ça des lignes, on ne sait jamais. Vous pourriez louper les informations. Donc, on note ci-dessous dans un repère orthogonal, donc les courbes C1 et C2, qui sont représentations graphiques de deux fonctions. On vous dit qu'elles sont définies et dérivables sur R, et l'une des fonctions est la fonction dérivée de l'autre. Donc, ça sera G et G'. Voilà. Et on vous précise deux choses. Les choses comme ça que vous aurez le droit d'exploiter. C1, couple axe désordonné au point d'abscisse 0, 1. Donc 0, 1, c'est ici. Voilà, c'est ce point-là. Et ensuite, la courbe C2, couple axe désordonné au point de coordonnées 0, 2. Donc c'est le point qui est juste au-dessus. Voilà. Et l'axe des abscisses au point de coordonnées. Donc moins 2, 0 et 1, 0. Donc ça, on verra comment on peut s'en servir. Donc première question, quelle est la courbe qui est la courbe de la dérivée de l'autre? Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Alors, on va essayer de faire un petit peu tout. La première chose, vous pouvez regarder le signe. Alors, le signe, ici, il y a une qui est facile à faire. Le signe de la fonction qui correspond à C2, il va être facile à trouver parce que vous avez ici les valeurs moins 2 et 1 où ça s'annule. Donc, imaginez, alors, il y en a une que je vais appeler donc F1 et F2. Donc, F2, ça sera, on va dire que C2, c'est la courbe d'une fonction qui serait F2. Dans ce cas-là, on peut établir le tableau de signes de F2. Oui. Donc F2, donc s'annulerait en moins 2 et s'annulerait en 1. Ça, c'est donné. Ça veut dire qu'ici, on aurait 0. Et vous voyez que F2, c'est négatif avant, positif entre les deux. Voilà. Ça veut dire que si j'appelais grand F2 une primitive de petit f2, en fonction de x, ces variations seraient décroissantes, croissantes, décroissantes. Donc on regarde l'autre, vous voyez, et ça c'est intéressant parce que l'autre courbe, effectivement, elle décroît bien jusqu'à moins 2, et d'ailleurs en moins 2 ici, vous avez une tangente horizontale, un sommet en fait, un minimum local. Ici en 1, vous avez aussi un maximum ici local. Donc ça veut dire qu'ici C1 correspond tout à fait à la courbe d'une primitive de la courbe, de la fonction qui correspond à la courbe C2. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il semble que, eh bien, F2, ça soit une dérivée, et grand F2, ça soit une primitive. Donc en fait, ici, on peut avoir l'idée que F2, c'est G', donc là, j'aurai G' de x, tandis qu'ici, j'aurai G de x. Donc ce qui est important, c'est que les endroits où s'annule, ici cette fonction, correspondent à des extrémums locaux sur l'autre. Donc ça, c'est caractéristique. Ça veut dire qu'effectivement, là où ça s'annule, bien, c'est des nombres dérivés qui sont nuls. Ça peut donc donner l'idée d'aller chercher les sommets. Vous voyez, si je prends la courbe ici en pointillé, vous avez un sommet ici, eh bien, il n'y a pas de 0 sur l'autre courbe. Ça veut dire que, eh bien, la courbe qui correspond à la fonction en pointillé, eh bien, sa dérivée n'est pas la courbe noire. Ça ne va pas, parce que sinon, vous auriez un 0 ici. Alors que pour la courbe en pointillé, vous voyez, elle s'annule ici, à la fonction, et ça correspond vraiment à un extrémum, ici sur l'autre courbe. Donc ça, c'est caractéristique, vous voyez, des liens entre les deux fonctions. Donc on peut vraiment dire assez vite que la courbe noire, c'est donc la courbe de G, tandis que la courbe en pointillé, c'est la courbe de G'. Voilà. Parce que les zéros de G' vont correspondre à des tangentes horizontales sur la courbe de G. On voit, ça, c'est des détails importants. Donc je répète, on doit aborder le problème en regardant les zéros des deux fonctions. Donc ici, si on commence par celle-ci, on voit bien que les zéros ici, eh bien on ne voit pas s'il y a de maximum local sur l'autre courbe, parce qu'il n'y a même pas des points. Donc on continue ici. Le 0 ici, voilà, on a dit, correspond bien, et ça c'est vraiment très important, à une tangente horizontale. Ce 0 ici, vous voyez, correspond pas du tout ici à une tangente horizontale, donc ça c'est pas intéressant. Ça aussi c'est intéressant, un 0 ici et une tangente horizontale ici. Donc là, vous avez vraiment ce qu'il faut pour commencer à établir un lien entre les deux, et après, on vérifie avec les variations. Ici, vous avez donc, une fois qu'on a cette tangente horizontale, avant c'est négatif, donc vous avez bien une courbe ici qui est décroissante. Après, en pointillé, vous avez une courbe qui correspond à une fonction positive, et donc sur l'autre courbe, vous avez une partie croissante, jusqu'à ici. Une fois qu'on a dépassé ce point-là, on a une courbe ici qui donne des valeurs négatives, donc des pentes négatives, effectivement une courbe décroissante ici. Ouais. Donc tout est bon. On va donc dire que, eh bien, C1 correspond à la courbe de F, correspond donc à la courbe donc G, et C2 correspond à G'.
Pour la rédaction, on peut présenter ici un raisonnement par élimination. La fonction associée à C1 s'annule vers moins 0,3. Donc, je répète, elle s'annule ici. Et pourtant, la courbe C2, dans cette zone ici, n'a pas de tangente horizontale. Et donc, la fonction associée à C1 ne peut pas être la dérivée de la fonction associée à C2. Donc, par élimination, ce sera donc l'inverse. C'est G qui correspond à C1 et G' qui correspond à C2. Voilà. Deuxième question. Justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction G au point d'abscisse 0 est Y égale 2x plus 1. Donc, déjà, on se rappelle que, eh bien, G, c'est la courbe C1. Donc, G correspond à C1. Qu'est-ce qu'on sait sur C1? Eh bien, en C1, eh bien, la courbe, on sait qu'elle passe par le point d'abscisse, enfin, de coordonnées 0,1. Donc, ça veut dire que le point, on va l'appeler A de coordonnées 0,1, appartient à C1, c'est la courbe de G, donc forcément, G de 0 est égal à l'image de l'abscisse. Ici, c'est l'ordonnée. Ensuite, on sait que G' correspond à C2. Et on sait quoi sur C2? En 0, le point, on va l'appeler donc B, de coordonnées 0, 2, appartient à C2. C'est un point de la courbe, donc, de la courbe de G'. Donc, ça veut dire que G' de 0 est égal à 2. Vous voyez, donc on a tout. La tangente en 0, au point d'abscisse 0, elle a pour équation. Donc la tangente a pour équation y égale, donc ça c'est du cours absolument à connaître par cœur, a pour équation y égale G', donc la tangente, pardon, au point d'abscisse 0 a pour équation y égale G' de 0 fois x moins 0 plus G de 0. Je remplace donc, ici, on a déjà calculé. G', je le remplace par 2, et G de 0, je le remplace par 1. J'obtiens y égale 2 fois x moins 0, donc 2 fois x. Alors, on va même pas mettre les parenthèses. 2x plus 1. Effectivement, c'est bien ce qu'on nous proposait, donc c'est parfait. Partie B. Maintenant, on arrive sur une équation différentielle. Alors, E, donc y plus y' égale 2x plus 3 exponentielle moins x. Et y est une fonction donc de la variable réelle x. Première question, montrer ici qu'une fonction f0 est solution particulière de l'équation E. Et on a l'expression de cette fonction. On remarque que pour tout x appartenant à R, f0 de x, c'est un produit. C'est le produit, donc u de x fois v de x, avec... Et ça permettra comme ça de justifier que f0 est dérivable. U de x égale x2 plus 3x. V de x égale exponentielle moins x. U', ça fait 2x, donc plus 3, c'est dérivable. V' est aussi dérivable. Une composée d'exponentielle avec moins x qui est dérivable, il n'y a aucun souci. Ça fait moins exponentielle moins x. Donc ici, on a bien u et v qui sont dérivables sur R, donc ça veut dire qu'on utilise la fameuse formule que vous connaissez par cœur de dérivation d'un produit. Voilà, donc ici, f0 est dérivable parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables. On applique ensuite la formule pour calculer f' de x, donc u'v, donc on a 2x plus 3 exponentielle moins x. Ensuite, on a plus u fois v', donc là je vous conseille, il y a un moins. Ce moins, il peut être très gênant pour plein d'entre vous, donc quand on fait une dérivée d'un produit, vous mettez tout de suite le moins ici. Et vous multipliez donc x2 plus 3x par exponentielle moins x. Voilà. Alors j'ai dérivé. Maintenant, pour vérifier qu'on ait solution de notre équation différentielle, il faut que je calcule donc y plus y' en remplaçant y par f0, donc je vais calculer. Donc pour tout x appartenant à R, je vais calculer f0 de x plus f'0 de x. Et la question, c'est est-ce que ça fait 2x plus 3 fois exponentielle moins x? Donc, f0 de x, je le recopie. Ça fait x2 plus 3x exponentielle moins x, plus f', que je viens de calculer, 2x plus 3 exponentielle moins x, moins x2 plus 3x exponentielle moins x. On voit bien ici qu'il y a une simplification. Il me reste exactement 2x plus 3
exponentielle moins x, c'est ce qu'il fallait. Donc, eh bien, ça veut dire que f0 est solution de l'équation E. Ouais, c'est une fonction dérivable, et elle remplit bien les caractéristiques. Et pour tout x, f0 de x plus f'0 de x est bien égal à ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pas mis, mais c'est une solution, donc c'est ce qu'on appelle une solution particulière. Et donc, vous devez garder en mémoire que, eh bien, f0 plus f0' est égal à 2x plus 3 exponentielle moins x. On va s'en resservir. Donc maintenant, résoudre l'équation différentielle homogène, qu'on appelle E0, c'est-à-dire l'équation sans le second membre. Ici, on met un 0. Alors ça, c'est du cours. Au programme, les équations elles se sont à forme y' égale. Donc là, je la transforme. Y plus y' égale 0. Ça équivaut à y' égale moins y. D'accord? C'est très important. On a une équation donc du type y' égale ay plus b avec donc a égale moins 1 et b égale 0. Alors plus classiquement, vous pouvez juste vous contenter du y à 0. Voilà. Et donc ça, on connaît les solutions directement. C'est du cours, on l'applique immédiatement. Donc les solutions donc, de l'équation 0 sont les fonctions qui, donc à x réel, donc on est sur R, associe, donc ici ça sera k, donc c'est une constante, une lettre, chacun a la sienne, ça peut être c, ça peut être lambda, k exponentielle, donc attention, ça va faire donc a, k exponentielle donc a, donc k exponentielle moins x, et on précise ici avec k appartenant à R, donc chaque prof a sa lettre, je vous répète, il y en a qui mettent lambda, d'autres qui vont mettre C, d'autres qui vont mettre alpha, moi je mets un grand K, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Après, vous pouvez présenter la solution sous une autre forme, les solutions S, donc S de 0, on peut présenter comme ceci, c'est les fonctions kx associent, donc K exponentielle moins x, avec K appartenant à R. Et ici, vous pouvez même mettre quel que soit K appartenant à R, voilà, chacun sa petite conclusion, mais on accepte pas mal de choses. Pour résoudre donc E, c'est très simple, on a résolu E0 l'équation homogène, on a une solution particulière, et donc propriété, les solutions de E sont les solutions de E0 auxquelles on ajoute F0. Ça veut dire que solution de E sera donc des solutions, ici on a donc K exponentielle moins x, qu'on vient de trouver, plus F0 de x, et toujours quel que soit K appartenant à R. Voilà. Donc ça, propriété que vous avez appris en cours. Je vais quand même refaire la démonstration, parce qu'on ne sait jamais, dans certains exercices de bac, on propose de refaire la démonstration, on vous aide, mais on va refaire un petit peu. Donc ça part du principe des choses suivantes. Ça veut dire qu'ici, on a donc F, donc solution de E. Ça équivaut à quoi? Ça veut dire qu'ici, pour tout x, alors je ne mets pas pour tout x appartenant à R, mais ça veut dire que f plus f' est égal donc à 2x plus 3 exponentielle moins x. Et là, quelque chose qu'on sait, on peut écrire partout, c'est que f0 plus f0', c'est aussi égal à 2x plus 3 exponentielle moins x. Donc on peut, vous voyez, ici, eh bien, on peut déjà, avec ça, alors je vais écrire, on va rester en jaune, ça implique, si je fais une soustraction, eh bien, où j'égalise les deux, ça veut dire que f plus f' est égal à f0 plus f0', vous voyez? Alors, est-ce qu'on peut revenir à gauche? Bah oui, parce que ce que j'ai écrit en bleu, c'est valable partout. Donc, si je réécris ça en bleu, comment je peux passer de droite à gauche? Eh bien, je peux tout simplement, faire une petite soustraction. Et donc là, ça veut dire que j'ai droit de mettre une équivalence. Donc les deux choses contiennent les mêmes informations. Et comme on voit ici, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, je mets ici donc tout à gauche et je fais apparaître quelque chose qui est intéressant. F moins F0 plus F' moins F0' égale à 0. Et là, linéarité de la dérivée, F moins F' plus F moins F0 f moins f0, pardon, plus f moins f0' est égal à 0. Et donc, ça, c'est la question 2. Ça veut dire que f moins f0 est solution de
l'équation homogène. Et on connaît son écriture. Ça veut dire qu'ici, eh bien, il existe un nombre k appartenant à R, tel que f moins f0 s'écrit k exponentielle moins x. Vous voyez, pour tout x appartenant à R. Et donc, ça veut dire qu'on a l'écriture de f. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je mets f0 de l'autre côté, ça veut dire qu'il existe k appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x, alors je vais mettre, c'est écrit f0 de x plus k exponentielle moins x. Vous voyez, on a la solution de l'équation homogène plus sa solution particulière. Voilà. Ça, c'est la démonstration. Donc, pensez-y, si on vous demandait de refaire ça, ici, on fait une petite, on égalise les deux, hein, et donc on fait apparaître, on passe en fait d'une solution de E à une solution de E0. C'est à faire et à refaire, hein, parce que parfois, je vous le dis, ça tombe un petit peu, alors c'est un petit peu décortiqué, mais ça peut vraiment être une idée sur laquelle on peut vous demander des choses. Question 4. On admet que G décrit d'un parti est solution de E. Donc déjà, première chose, on sait que donc, G est solution de E, donc ça veut dire qu'il existe un nombre donc K réel, tel que donc sur R, eh bien l'expression de G de x, ça sera donc K exponentielle moins x plus F0. F0, c'est x2 plus 3x exponentielle moins x. Vous voyez qu'ici, on peut factoriser, donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, eh bien G de x, on peut l'écrire, on va factoriser tout de suite, x2 plus 3x plus k fois exponentielle moins x. Alors, on sait aussi que G de 0 était égal à 1, ça s'était donné. Donc ici, on obtient, en remplaçant x par 0, on obtient donc 0 carré plus 3 fois 0 plus k exponentielle moins 0 est égal à 1. Donc, ça veut dire qu'ici, il reste k, exponentielle moins 0, ça fait 1, ça fait exponentielle 0, donc il reste k égale 1. Donc, eh bien, je viens de trouver l'expression pour tout x appartenant à R, eh bien, g de x, ça sera donc x2 plus 3x plus 1 exponentielle moins x. Ensuite, question 5. Déterminer les solutions de l'équation E dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Prenons donc une solution de E. Je vais l'appeler H, parce qu'on a déjà pris F et G. Donc ici, pour que H ait 2 points d'inflexion, enfin la courbe, pardon, pour que CH admet 2 points d'inflexion, ça équivaut à quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? 2 points d'inflexion. Elle est 2 fois dérivable. Hein. H est 2 fois dérivable, il n'y a aucun problème. C'est des produits de polynômes et d'exponentielle moins x. Donc on pourra dériver sans problème. 2 fois dérivable sur R. Et dans ce cas-là, les points d'inflexion, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc H seconde s'annule en changeant de signe. Et ça en 2 valeurs. Donc il va falloir calculer H seconde. On sait que H est solution de E. Donc pour tout x appartenant à R, ça veut dire que il existe un nombre k appartenant à R tel que H de x s'écrit k exponentielle moins x plus toujours f0 de x, x2 plus 3x exponentielle moins x. Donc je factorise, hein, ça fait x2 plus 3x plus k exponentielle moins x. Et on va dériver ça 2 fois. Bon, ça va assez vite, hein, on va dériver ça comme ça en ligne. Donc ça, c'est encore un produit UV, donc je dérive U'. Donc la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse, 2x plus 3, le k c'est une constante, ça fait 0. Voilà, U' plus UV'. Donc il y aura la dérivée exponentielle moins x, donc il y a un moins qui sort, vous voyez. Et ça fera donc x2 plus 3x plus k exponentielle moins x. Alors je vais refactoriser tout de suite, parce qu'après on va redériver. Donc ici, alors attention, x2, il y aura un moins, donc moins x2. dx, j'en ai 2, moins 3x, 2 moins 3x, moins x. Et ensuite les constantes, j'ai plus 3 moins k. Plus 3 moins k, fois exponentielle moins x. Et je redérive encore le même produit, hein, u fois v. Donc je dérive le premier facteur. Donc moins 2x moins 1, 3 moins 4, une constante. Voilà. Ensuite, je dérive, donc il y a encore exponentielle moins x qui va m'amener un moins, donc moins.
Je recopie ceci, moins x plus 3 moins k exponentielle moins x. Je refactorise par exponentielle moins x. Donc dx2, attention, moins fois moins, ça fait plus. Les x, j'en ai moins 2. Et ici, j'en aurai moins fois moins plus, ça fait moins 2x plus x, ça fait moins x. Les constantes, j'ai moins 1, moins 3, moins 1, moins 3, moins 4. Et ici, j'aurai moins fois moins k plus k exponentielle moins x. Maintenant, on va étudier, donc, on va faire le tableau de signes de h seconde. Donc ici, h seconde de x et du signe de x2 moins x moins 4 plus k, car, entre parenthèses, pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas évident. C'est une équation, enfin, c'est une expression du second degré avec ici un paramètre k. Donc, on va calculer delta. Mais attention, les coefficients, je vais quand même les mettre. Donc, vous avez un coefficient A qui vaut 1, B qui vaut moins 1, et C, c'est particulier, c'est moins 4 plus K. D'accord? Donc, quand je calcule delta, j'ai B carré, moins 1 au carré, moins 4 A et C. Voilà, je développe tranquillement. Là, il faut aller doucement. 1. Donc, ça fait moins 4 fois moins 4 plus K, ce qui fait 1 moins 4 fois moins 4, ça fait 16, plus 16, moins 4, j'ai oublié le 4, moins 4K, et ça me fait donc 17 moins 4K. Et nous, on veut donc déjà 2 points d'inflexion, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait deux solutions à il faut qu'il y ait 2 racines à ce trinôme, donc h seconde doit s'annuler 2 fois, donc delta, pour qu'il y ait 2 racines, doit être strictement positif. Ça veut dire qu'on doit avoir 17 moins 4k qui doit être strictement positif. Ça équivaut à quoi? Donc je mets, ça fait 17 plus grand que 4k. C'est une question quand même difficile. Et donc ça fait 17 sur 4 plus grand que k. Si vous le mettez dans l'autre sens, k doit être plus petit que 17 sur 4. Et donc dans ce cas-là, où k est strictement plus petit que 17 sur 4, c'est un trinôme. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, h seconde de x s'annule 2 fois. S'annule donc 2 fois avec changement de signe. Parce que c'est un trinôme, donc ça va être un signe plus, moins, plus ici, d'accord? Conclusion. Donc on dira que C admet 2 points d'inflexion, ça équivaut au fait que h seconde s'annule 2 fois avec changement de signe, ça équivaut donc, d'après ce que vient de faire, à k strictement plus petit que 17 quarts, et donc les solutions de notre problème pour la question 5, ce sont donc les fonctions h d'expression k exponentielle moins x plus f0 de x avec k inférieur strictement à 17 sur 4. C'est une question, on peut dire, assez difficile par rapport au niveau général de tout ce qu'on fait habituellement. Question maintenant première de la partie C, donc on considère une fonction x2 plus 3x plus 2 fois exponentielle moins x, démontrer que la limite de la fonction plus infini est égale à 0. Alors première chose, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une forme à déterminer. Pourquoi? Ça, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Parce qu'on a x carré, on peut factoriser par x carré, c'est assez évident. Et exponentielle moins x, donc moins x va tendre vers moins l'infini. Donc exponentielle moins x par une composée, ça va tendre vers 0. Donc vous voyez ici un produit qu'on appelle donc une forme indéterminée. Ça veut dire qu'il va falloir transformer votre expression. Je vous conseille de développer. Donc on a x2 exponentielle moins x, plus 3x exponentielle moins x, plus 2 exponentielle moins x. Alors ce qu'on sait dans le cours, en l'infini, il n'y a pas d'exponentielle moins x, mais on sait que, quel que soit n, donc un nombre entier, la limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Ça marche même pour n égale 0. Si on considère que x puissance 0, ça fait toujours 1. Alors en général, ici, on met n étoile, comme ça, il n'y a pas de problème avec x puissance 0. Mais voilà, ça veut dire qu'ici, vous avez celle-ci, mais ça s'appelle les théorèmes des croissances comparées. Et donc, vous avez aussi, si on inverse, la limite de x puissance n sur exponentielle de x, qui est donc égale à 0. Voilà, vous pouvez utiliser les deux. Donc ici, on n'a pas d'exponentielle x, mais on va en fabriquer parce qu'on sait que, alors on va préciser, or, pour tout x, on sait qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, f de x, on peut l'écrire x2 sur exponentielle x, plus 3 fois x sur exponentielle x, plus 2
sur exponentielle x. Voilà. Et donc là, vous avez fait apparaître deux choses intéressantes. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'on a dit ici sur les croissances comparées, en inversant, et la même chose ici. Alors ici, vous avez une limite assez qui est directe. Voilà. Donc on va rédiger ça très proprement. On va donc dire par croissance comparée, on sait que la limite d'exponentielle x sur x2 et la limite d'exponentielle x sur x ça fait 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc en inversant, on peut mettre par inversion, on a donc la limite de x2 sur exponentielle x et x sur exponentielle x qui font 0. On va quand même parler de 2 sur exponentielle x. Limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, la limite de 2 sur exponentielle x, je vais tout de suite mettre le 2, c'est donc 0. Et donc là, vous dites quoi? On va additionner 2. Bon, le x3 n'a pas trop ne change pas les choses. Donc, si vous voulez, vous pouvez même le mettre ici. Donc, par somme, la limite donc de f de x quand x tend vers plus l'infini est donc égale à, donc on fait la somme, les trois termes vont vers 0, donc la somme ira vers 0. Si le 3 ici vous embête, vous pouvez le mettre ici, voilà, pas de problème. Et donc, on a résolu cette petite limite. Alors ici, il y a un petit peu de travail quand même, c'est pas si évident que ça, d'accord? Donc, c'est des choses à travailler. Et pour le 3, vous pouvez mettre aussi par somme et multiplication par 3. Voilà. Sinon, vous faites une petite ligne à cet endroit-là, en mettant donc la limite de 3 fois x sur exponentielle x est aussi égale à 0. Voilà. Il y a plein de façons de régler ces petits problèmes. Il faut quand même en parler. On ne laisse pas ça sous le tapis. On le dit. Voilà. Chacun aura sa méthode pour le dire, mais pensez à ne rien laisser de côté. On vous dit qu'on admet par ailleurs que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Alors on aurait pu vous laisser le faire, parce que ça, vous savez le faire très bien. Comment fait-on? Je vais le faire. On est là pour réviser malgré tout. Donc ici, alors la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini. Moins x, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est la même que la limite d'exponentielle x quand le grand x va vers plus l'infini. C'est une composition, ça fait plus l'infini. Ensuite, le x2 plus 3x plus 2, ben vous le factorisez par x2. Ça fait 1 plus 3 sur x plus 2 sur x2. Et vous dites pour tout x, évidemment, là on va prendre différentes zéros. Comme ça on peut factoriser. Voilà. Et donc vous avez après, c'est très simple, je ne vais pas le rédiger, mais ici, ça tend vers 0 vers 0. Donc ça tend vers 1. Quand x tend vers moins l'infini. Le x carré tend vers plus l'infini. Donc par produit, ceci tend vers plus l'infini. Vous multipliez par exponentielle moins x qui tend vers plus l'infini. Donc vous voyez que la limite c'était bien plus l'infini. Ils auraient pu vous le laisser, ça faisait des points à prendre. Question 2a. Donc on admet que la fonction est dérivable sur R. Donc on va tout de suite dériver. Donc ici, pour tout x appartenant à R, on sait que f de x c'est donné. C'est un produit. Alors, ça fait un exercice où on fait pas mal de dérivations de produits. Donc on peut le faire directement. On l'a déjà fait pour h 2 fois. Donc on redérive. C'est un petit peu répétitif quand même. Pas forcément un sujet qui est très bien fait sur ce plan-là. Donc je redérive. C'est du u fois v. 2x plus 3 exponentielle moins x. Ensuite, je dérive exponentielle moins x, ça me fait un moins uv'. Donc, on a ceci. Et donc, exponentielle moins x, on refactorise. Donc, les x2, j'en ai moins 1. 2x moins 3x, ça fait moins x. 3 moins 2, ça fait 1. On obtient ceci. Donc, exactement ça. Pas de difficulté, on l'a déjà fait plein de fois. Maintenant, le signe de cette dérivée, on va faire comme tout à l'heure. Donc ici, pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, f' de x est du signe du trinôme moins x2 moins x plus 1. Donc, on va calculer son discriminant. Delta, b carré moins 4ac, ce qui fait 5. Donc maintenant, ça veut dire qu'il y a deux racines réelles. Donc x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Attention, il y a un moins. Donc si j'enlève ce moins, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et x2, ça sera donc 1 plus racine de 5 sur moins 2. Donc moins 1 moins racine de 5 sur 2. On vérifie rapidement avec les calculatrices. Donc on trouve moins 1 plus racine de 5 sur 2.
Et la deuxième, voilà, moins 1, moins racine de 5 sur 2. Donc c'est parfait, on peut continuer. Alors on en profite pour noter des valeurs approchées, ça peut toujours être utile, donc à peu près, vous voyez 0,6 et l'autre moins 1,6. Ensuite, le tableau de signes. Alors attention, le coefficient de x est négatif dans notre trinôme. Hein, ici, vous avez un moins devant le x2. Hein. Donc c'est du moins plus ou moins. D'accord ? Et on fait aussi attention, si vous mettez x1, x2, c'est que comme a était négatif avec les formules classiques, x2 est plus petit que x1. Ça peut être important. Ou alors vous mettez ici les valeurs, c'est-à-dire que là vous mettez moins 1 moins racine de 5 sur 2, et là vous mettez donc moins 1 plus racine de 5 sur 2. La fonction f, donc f de x en fonction de x, ça va être décroissant, croissant, décroissant. On ne vous demande pas particulièrement de remplir les valeurs, donc on ne va pas le faire. Sinon, à la calculatrice, ça peut toujours être intéressant. On va donc aller vérifier à la calculatrice tout ça. Hein. Prenons pas de risque au bac. Donc ici, graphe, alors je vous montre la courbe. Donc là, c'est fait ça. Je trace. Donc on a décroissant jusqu'ici, croissant jusque là, décroissant. Alors ça semble correspondre à mon tableau. Donc on va aller vérifier. Hein. Donc pour G-sol, vous pouvez regarder ici. Alors, il y a plein de choses, hein, évidemment. Vous pouvez faire des petits maximums. Hein. Alors le premier là, c'est un petit minimum local. Il est atteint en moins 1,6. C'est parfait, c'est ce que j'avais donné à peu près. Donc ça a l'air très bon. Ensuite, donc vous avez, on va revenir sur trace ici et on va prendre notre maximum ici. Hein, et le maximum est à peu près en 0,6. C'est ce qu'on avait trouvé, bien sûr. Donc tout ça a l'air de correspondre. Ici, vous pouvez en profiter pour prendre ici. Vous voyez, on a à peu près ici à peu près 2,28. Donc on va le noter. Et on aura ici le minimum local qui est ici. Donc je retourne ici, qui est à peu près à moins 1,2. Mais ça, je répète, ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire, hein, toujours. Ça montre que vous avez été chercher tout ça. On continue. Troisième question. Expliquez pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus infini. Alors là, il y a deux options. Première chose, c'est de regarder le tableau de variation. Parce que comme on vient de le faire, on est tenté de prendre ce tableau de variation. Donc on va faire le tableau. On va faire le tableau donc, de variation de f sur 0 plus l'infini. Déjà, on rappelle que x2, qui est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif. D'accord ? Et x1 c'était donc moins 1 plus racine de 5 sur 2, c'était positif. Ça veut dire que 0, il appartient donc à l'intervalle ouvert x2, x1. Il est entre les deux. Donc mon tableau de variation, il va être comme ceci. Donc on va le mettre sur 0. Là, je vais mettre f de x en fonction de x. Ça veut dire que là, je suis dans une zone de croissance jusqu'à x1. J'ai donc un tableau de variation qui est très simple. Voilà, ceci. Voilà. La limite en plus l'infini, on avait dit que c'était 0. D'ailleurs, je ne l'ai pas rempli ici, j'aurais pu. Et en moins l'infini, on nous l'avait annoncé à plus l'infini. Donc on aurait pu être complet. En 0, je ne l'ai pas encore, mais donc je vais le calculer. f de 0, je remplace donc là-haut. Ça fait donc 2 fois exponentielle moins 0. C'est donc 2. Donc ici, j'ai 2. Ici, on avait estimé ça à 2,28. C'est pas nécessaire ici. Et vous voyez ce qu'on a ici? Eh bien, la limite, c'est 0. Donc ça ne va jamais atteindre 0. C'est strictement décroissant, ça tend vers 0. Ça ne touchera pas à 0. Donc ici, d'après le tableau, hein. D'accord, donc on peut le décortiquer en deux. Hein. Sur 0x1, bon, on a un minimum qui est 2. f de x est supérieur ou égal à 2. Donc est strictement positif. Voilà. Et sur x1, donc plus l'infini, elle est strictement décroissante avec une limite 0. Et bien f de x est strictement positif. Donc, voilà, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est donc strictement positive. Alors, elle est même donc f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f est positive sur 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est en utilisant le tableau. Alors on peut aussi regarder l'expression et aller vérifier tout simplement avec cette expression que c'est toujours positif quand x est positif. Cette méthode 2 elle est vraiment plus rapide. Hein. Si on regarde l'expression, eh bien pour x supérieur ou égal à 0, il n'y a quasiment rien à faire. x2 est positif, 3x est positif, 2 est positif. Donc si j'ajoute x2 plus 3x plus 2, c'est la somme de 3 positifs, c'est positif. On sait que eh bien, exponentielle moins x, c'est toujours strictement positif. Donc, ça veut dire que quand je multiplie par produit, eh bien, f de x
est donc supérieur ou égal à 0 pour tout x positif. Ouais, donc c'est déjà terminé. Donc f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le fait qu'on nous demande là, on est tenté d'utiliser un tableau de variation, mais vous voyez que parfois, revenir finalement au départ, ça peut aider. Pour ceux qui veulent être vraiment très précis, on peut être un tout petit peu précis. Ici, vous voyez, j'ai mis 2. 2, c'est strictement positif. Donc quand j'ajoute trois nombres dont l'un, ils sont tous positifs avec un qui est non nul, forcément la somme, ici, ne peut pas être égale à 0. Donc c'est strictement, l'exponentielle aussi est strictement positive, donc le produit est strictement positif. Donc la fonction, elle est mieux que positive, sur 0 plus l'infini. On pourrait dire qu'elle est strictement positive. Mais comme elle est strictement positive, elle est donc positive. Quatrième question. Donc on note CF, la courbe de f, dans un repère orthogonal. On admet que la fonction f, que la fonction grand f, donc ici, est une primitive de petit f. On vous donne l'expression, on va quand même le vérifier rapidement. Et après, on doit déterminer une R. Alors, comment, si on vous demandait comment on vérifie que c'est une primitive, ben on devrait le dériver grand f, hein, d'accord, en disant que c'est dérivable. On dérive, ça va très vite à dériver, ça, c'est encore un u fois v. C'est pour ça qu'on ne vous le demande pas. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, même un peu trop, donc on ne le refait pas une fois de plus. Mais si on devait le faire, ça donnerait ceci. Je dérive donc le premier facteur, moins 2x moins 5. Ensuite, le deuxième fait apparaître un moins, comme on a vu plusieurs fois. Voilà. On factorise par exponentielle, donc on a moins x2. Les x, on est moins 2 plus 5, ça fait plus 3x. Et les moins 5 plus 7, ça fait plus 2. Exponentielle moins x. Vous voyez qu'on trouve tout de suite petit f de x, donc grand f est bien une primitive sur R de petit f. On cherche donc une aire d'un domaine délimité par l'axe des abscisses, l'axe horizontal, donc la courbe de f, et on est entre x égale 0 et x égale alpha. D'accord ? Alpha est strictement positif, donc ça veut dire que, eh bien, 0 alpha, c'est un intervalle, donc ça est un intervalle intéressant, sur lequel, d'ailleurs, f est positive, sur lequel f est positive, c'est la question précédente. Donc, quand on veut un domaine sous une courbe, quand évidemment la fonction est positive, eh bien, ça veut dire que l'aire A, qu'on appelle, elle est connotée A alpha, c'est donc égal exactement à l'intégrale entre 0 et alpha de f de x, dx, par contre, ici en unité d'aire. Et si vraiment on veut être très rigoureux, il faudrait absolument dire ici positif et continu. D'accord ? Pour pouvoir intégrer et utiliser les propriétés, il faut des fonctions continues. En terminale, on se contentera de la dérivabilité. Voilà, important de le dire, pensez-y. Beaucoup oublient, je le dis. Hein. Donc on va aller calculer cette intégrale. Alors, pour ça, il nous faut une primitive. Et on en a une, ça tombe bien, qui est grand f. Donc ça sera grand f de alpha moins grand f de 0. Donc ici, on va tout de suite faire, hein, donc en unité d'aire, ça donnera quoi? Je remplace par alpha, donc moins alpha carré, moins 5 alpha, moins 7 exponentielle, moins alpha, moins f de 0. Donc moins f de 0, ça fera donc moins 7, ça fera plus 7 exponentielle de 0, donc 1, donc ça fera juste plus 7, toujours unité d'aire. Et cet exercice est terminé. À très bientôt.